2/3 des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. C'est pour les aider que j'ai créé le podcast Les Héros de la Vente. Profitez des conseils et astuces des meilleurs coachs, formateurs, directeurs commerciaux et startups pour performer dans la pratique commerciale. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Vive, qui a créé la première plateforme française de Sales Enablement, la conjugaison entre le coaching, la formation et la création de contenu pour améliorer les performances des commerciaux. Faites-moi signe si vous voulez tester. Je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, on accueille Christopher Nadotti. Christopher, bonjour. Bonjour Alexandre. Donc Christopher, tu travailles, tu es dirigeant de la société Beflower. C'est exact. Est-ce que tu peux donc te présenter, nous présenter ce que fait Beflower ? Bien sûr. Donc je suis effectivement directeur général de Beflower. J'ai 35 ans. On a la chance chez Beflower d'accompagner les transformations des entreprises. Donc on a un triptyque qui est vraiment de faciliter l'acceptation des collaborateurs face aux mutations marché ou mutations, on va dire, au sein de leur équipe dans l'entreprise. On va les amener à développer leurs compétences, le deuxième volet. Et enfin, on va essayer de faire en sorte de les amener vers de l'excellence, c'est-à-dire de chercher de la valeur une fois que les compétences sont acquises pour aller encore plus loin. Souvent, ça se traduit par de l'accompagnement et la systématisation de la mise en œuvre. Voilà, je fais ce métier depuis 12 ans maintenant. Je suis quelqu'un issu plutôt d'une filière scientifique au départ, qui m'a pas beaucoup plu. J'étais tout de suite très attiré par la relation client et plutôt les sciences humaines. Donc j'ai démarré le métier d'animateur et de formateur très tôt, à 25 ans. Et du coup, maintenant, voilà, les échelons gravis, je suis plutôt dans une écoute de mes clients, des problématiques qu'ils ont, et essayer de trouver les meilleurs parcours possibles. La particularité donc de Beflower, c'est qu'on se concentre sur deux grands métiers qui sont pour nous les métiers les plus en proie au changement actuel et à venir, que sont les managers de l'entreprise et les vendeurs, d'où notre échange aujourd'hui. Donc j'espère pouvoir vous donner quelques tips, quelques conseils de ce que je peux observer au travers ces différentes actions que l'on fait. Et pour finir, voilà, Beflower, c'est une boutique quand même de 35 personnes qui est là depuis 20 ans. Donc on essaye d'être aussi un peu avant-gardiste sur les tendances et sur les différentes choses qui vont aider les vendeurs à exercer leur métier. D'accord. D'ailleurs, vous fêtez bientôt là, vos 20 ans, c'est ça ? Exactement. Vous pouvez rester attentif. Le 31 mars, normalement, il y aura un petit peu de brouhaha marketing. On va communiquer certaines choses. D'accord. Bon, très bien. Je communiquerai dessus si tu veux. Super. Du coup, le sujet du jour, tu as voulu qu'on s'intéresse à un mot qu'on entend beaucoup. Tu vas nous expliquer un peu ce que c'est pour les auditeurs qui connaissent moins ce mot. On va parler des soft skills aujourd'hui et notamment des meilleurs soft skills du vendeur. Donc, c'est un peu de comprendre avec toi quels sont ces soft skills et comment on les travaille. Et voilà, ma première question, c'est pourquoi c'est un sujet important pour toi, les soft skills ? Oui, effectivement, on va y répondre peut-être par deux aspects. Le premier, c'est bien de se différencier. S'il y a soft skills et qu'on en parle comme quelque chose à part entière, c'est que c'est soit quelque chose par opposition ou par contraste à autre chose. Donc le pendant, c'est les hard skills. Donc en fait, si on prend la vente, que l'on soit vendeur B2B sur peut-être une approche plutôt one shot ou grand compte sur le long terme, les hard skills, ça va être vraiment ma capacité à poser les bonnes questions en prospection, à bien me préparer, ma capacité à gérer un entretien de la phase de la prise de contact jusqu'à la conclusion, la manière de gérer mes négociations, de bien me préparer, toutes ces choses-là qui sont de l'ordre plutôt en fait de la méthode globalement appliquée, c'est-à-dire quand je dis globalement, c'est un mot choisi exprès, c'est-à-dire que
souvent, nous, quand on fait un programme de formation, on prend une méthode et on essaye de proposer aux différents vendeurs d'une entreprise, faire en sorte qu'ils se l'approprient, qu'ils l'appliquent, mais globalement qu'ils la respectent. Bon. Chez Hard Skills, ça fait des années et des années, donc je l'ai dit, moi ça fait 12 ans que je fais ce métier. Je pense que la génération d'avant, et limite celle encore d'avant, apportait des méthodes de vente aux vendeurs. Super. Tout le monde essayait de faire à peu près la même chose et limite on était suivi par l'encadrement managérial sur est-ce qu'on allait faire ça bien ou pas bien. Sauf que les résultats sont différents, donc il y a une composante quelque part qui nous échappe. C'est-à-dire comment est-ce qu'un vendeur qui appliquerait une méthode parfaitement aurait des résultats A et sur un même rendez-vous avec le même on va dire interlocuteur, un autre vendeur qui appliquerait la même méthodologie arriverait à un résultat opposé ou en tout cas différent sur quelques aspects. Et bien là, on commence à toucher du doigt le soft skills. C'est bien que on peut respecter parfaitement une méthodologie. À un moment donné, notamment dans le métier de vendeur, on fait face quand même à un humain. Ce sont des métiers d'interaction sociale. Donc, il y a une composante que l'on sous-estime beaucoup, c'est comment est-ce que je vais m'adapter en fait à la personne que j'ai en face de moi, mais sur la dimension entre guillemets comportementale, émotionnelle, assertive. Et donc là, on fait appel non plus à du hard skills, on a passé la frontière, on rentre dans le soft skills. C'est-à-dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre, on ne peut pas être quelqu'un de parfaitement adaptable d'un point de vue comportemental et ne pas respecter les méthodes de vente. C'est-à-dire qu'on n'irait pas forcément au meilleur résultat. Donc l'idée, c'est que c'est quelque chose de complémentaire, mais pour le coup, indispensable. Pourquoi j'ai souhaité qu'on en parle aujourd'hui? En fait, c'est parce que je trouve que c'est pas assez présent. Et là, pour le coup, c'est ma casquette d'entrepreneur sur les compétences commerciales, notamment. C'est pas assez présent aujourd'hui. C'est pas assez démocratisé. Limite, c'est quelque chose qui est considéré par les entreprises comme secondaire. Bon, on va d'abord leur apprendre à poser des questions. On va d'abord apprendre aux vendeurs à bien écouter le client, à faire des bonnes reformulations, à être bon en négociation sur la dimension on va dire préparation et hard skills. Et puis, s'il reste du temps, on verra le reste. Sauf que dans ma conception des choses aujourd'hui, les meilleurs vendeurs que j'observe, parce qu'on a quand même un observatoire chez Bifleur, des meilleures pratiques qui se font aujourd'hui sur le marché, ce sont systématiquement des gens intelligents d'un point de vue comportemental et émotionnel. Et donc ça, pour moi, c'est on va dire le futur quelque part de ce que j'ai comme ambition pour la population de Nantes. Je finirais juste à dire que voilà, il y a quand même à un moment donné un remplacement progressif des métiers à ce que je vais appeler à faible valeur ajoutée, où effectivement on est remplacé par de l'automatisation, par un peu de machine, etc. C'est le sens entre guillemets de notre époque. Donc, il faut qu'on pousse à faire prendre conscience aux vendeurs que, voilà, à un moment donné, la gestion émotionnelle et la gestion de l'évolution et l'adaptation comportementale, c'est quelque chose qu'une machine ne peut pas faire. Donc, quelque part, j'ai aussi le secret de nous amener vers quelque chose qui nous rendra irremplaçable. Ouais, alors soft skills, on pourrait le traduire par savoirs comportementaux. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. C'est un des ensembles de cette science, ouais. Mais effectivement, c'est un bon synonyme. Je te rejoins. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est une multitude de sciences qui sont pas nouvelles. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de ce qu'on appelle l'intelligence comportementale au travers d'une méthode qui s'appelle le modèle DISC. Qui tend à être de plus en plus connu, mais qui a quand même puisé ses fondements chez des personnes comme Marston ou comme Jung. Donc, on n'est pas sur une nouvelle théorie. Ce sont des choses qui sont plutôt confirmées
par l'état de l'art, par les différents professionnels des sciences humaines. Et ce qui est intéressant dans le modèle DISC, en tout cas à mes yeux, c'est qu'il a été très peu controversé, voire pas du tout, et qu'il est très rapidement compréhensible et applicable. Donc quand on rentre dans une nouvelle science, comme ça j'allais dire, et qu'on découvre son travail sur un nouvel aspect, il faut toujours commencer par quelque chose qui nous met le pied à l'étrier, qui nous sensibilise, qui nous acculture, et ensuite on essaye d'aller vers un niveau de maîtrise. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Donc tu vas nous présenter cette méthode. C'est peut-être que plusieurs auditeurs ou beaucoup d'auditeurs connaissent la méthode, mais c'est toujours intéressant, notamment pour de jeunes vendeurs qui découvrent un peu la vente, de connaître au moins cette méthode. Il y en a beaucoup, des méthodes, des techniques de vente comme ça. Et celle-ci, elle a le mérite, comme tu dis, d'être très facile à appliquer et à retenir. Pour résumer un peu ce que tu as dit en intro, l'adaptabilité qu'on va demander aux vendeurs, ça va être fondamental. Et quand tu dis les soft skills qui permettent à un vendeur d'être bon, est-ce que avant de commencer de parler de la méthode DISC, est-ce que tu sais lister un peu, donc on a parlé d'adaptabilité, mais est-ce que tu as d'autres qualités comme ça qui seraient sous l'enseigne soft skills? Oui, aujourd'hui, on va dire les plus répandues ou celles sur lesquelles on travaille beaucoup, nous, ça va être, donc on parle donc d'intelligence du comportement, c'est-à-dire la partie visible, ça on l'avait dit, on va parler de l'intelligence émotionnelle qui est un peu plus profond, qui nous permet effectivement de bien se comprendre soi. Et donc l'émotion, c'est quand même quelque chose d'assez reptilien finalement, c'est là pour nous défendre. Donc en situation de négociation et de vente, ça peut nous jouer des tours. Donc c'est bien se comprendre l'autre et voilà, et arriver à travailler sur cette dimension-là. D'ailleurs, on parle de quotient émotionnel à l'instar du quotient intellectuel. Donc ça, c'est la deuxième. Ensuite, on a des notions un peu plus, comment dirais-je, classiques, qu'on a tendance à voir, mais peu chez les vendeurs, c'est-à-dire par exemple la prise de parole en public, qui est je pense notamment au CAM, ou à des gens qui font des soutenances. Ce sont des vrais moments où une très forte tension et tout peut se jouer. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup typiquement en vente. On a des logiques d'assertivité aussi, cette capacité effectivement à réellement être dans l'empathie, à écouter l'autre sans oublier ses propres objectifs. Donc ça peut être des choses qu'on parle notamment en préparation mentale. On a la gestion du stress, toujours qui est hyper, pour certaines professions de la vente, hyper présent, notamment quand on a des gros deals avec beaucoup de salariés à la clé. Si on signe, le vendeur des fois peut se figer dans la situation, mais si je signe pas, potentiellement j'ai la responsabilité de beaucoup de gens sous moi. Et qu'est-ce que je vais pouvoir te dire d'autre? Non, sur cette dimension-là, ça me semble assez complet. C'est vraiment ce sur quoi on travaille au niveau des vendeurs, parce que, encore une fois, on a pu l'observer chez les meilleurs vendeurs du marché, chez lesquels c'était quelque chose d'assez naturel, ou en tout cas qu'ils ont travaillé sur ces dimensions. Ouais, c'est déjà pas mal là, la palette que tu nous as montré. C'est vrai que c'est bien que tu nous le dises, parce que, encore une fois, le mot soft skills, on le voit un peu partout, un peu à toutes les sauces, et c'est bien de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Un peu de concret, ouais. Un peu de concret. Ok, super. Alors, est-ce que tu veux nous parler du coup de cette fameuse méthode DISC, ou tu as autre chose à ajouter là sur la partie intro de soft skills? Non, je pense que sur l'explication globale, après on pourrait limite faire un podcast par thématique, mais c'est bien, je pense, de se concentrer déjà sur cette notion. Comme tu l'as dit tout à l'heure, certains peuvent déjà la connaître. Donc du coup, c'est une redécouverte, mais quelque part, ça va pas prendre très longtemps, parce qu'en fait, on peut l'expliquer et très bien la comprendre en 3 minutes. En fait, l'idée est de se dire au départ que le modèle DISC est issu des travaux en fait du comportement humain. Et en fait, pour l'expliquer, on va prendre 2 notions. La première notion est de parler du regard que l'être humain a sur son environnement.
Donc on prend toujours cette phrase pour l'expliquer. Certains, d'un verre rempli d'eau à moitié, peuvent le voir à moitié vide, à moitié plein. Donc c'est une illustration commune du fait de voir plutôt l'environnement comme étant un environnement favorable, verre à moitié plein, ou à l'inverse, le voir plutôt le côté défavorable, donc verre à moitié vide. Donc ça, c'est une première notion. Exactement. Et en fait, on peut vivre la même chose, mais certains vont le voir bien, d'autres moins bien. C'est-à-dire que ce n'est pas une réalité, c'est bien un filtre que l'on a sur quelque chose qui se passe. Donc la notion de filtre et de la situation, de perception de la situation est importante. Et le deuxième volet en fait qu'intègre la notion de disque, c'est de dire que certaines personnes ont tendance à avoir un comportement dans la vie de tous les jours plutôt proactif ou plutôt observant, ou plutôt en réaction. Je m'explique. Si je caricature encore une fois un peu, certains, quand il arrive quelque chose, la nature première de leur comportement va être d'agir et de réfléchir ensuite, oser d'abord, doser ensuite, par exemple, ça peut être leur leitmotiv. D'autres vont dire, attends, on va regarder ce qui se passe, et en fonction, je trouverai la meilleure manière d'agir. Et en fait, si vous voulez, si vous placez ça sur deux axes, on va commencer à avoir 4 grands traits de comportement. Je prends souvent l'exemple je pense moi une image, une métaphore, on se dit, par exemple, on part tous en bande d'amis en voyage, allez tiens, on va parler de Corse, on va aller cet été en voyage en Corse, on prend l'avion, et puis arrivé, on ne sait pas trop où, l'avion a une avarie, petit problème moteur, obligé de se poser, on ne sait pas où on est, l'avion amérit. Si on va en Corse, on se doute un peu, mais l'avion amérit, on est indemne, il nous reste 50 mètres de nage avant d'arriver sur un banc de sable, et là on se pose, on est plusieurs, et il va y avoir différents comportements en fait qui vont ressortir. Ce sont des comportements donc un peu primaires. Tu le vois parfois hein, dans les par exemple des saisons de Koh-Lanta, tu le vois bien. Typiquement, on voit aujourd'hui que l'entertainment, entre guillemets, joue de ça. Ouais. On nous retranche en fait dans des réactions un peu primaires comme ça, parce que les gens aussi s'associent et parce que quelque part c'est notre naturel qui ressort quoi. Ouais. Donc effectivement on le voit beaucoup. Si je reprends donc les deux profils que j'évoquais, donc observation de l'environnement et action vis-à-vis de celui-ci, voilà. Celui qui va avoir une perception hostile de la situation là, où par exemple on a eu ce crash-là, donc une situation plutôt défavorable, on voit ça comme quelque chose de défavorable, et qui est dans l'action. Donc c'est quelqu'un qui, par nature, pourrait se dire bon les gars, faites ce que vous voulez, moi j'ai pas envie de mourir ici, donc je vais chercher à manger, à boire, un refuge, je m'en vais. Donc là on est face à quelqu'un, dans le modèle DISC, c'est la première lettre, c'est le D, donc on dit que c'est quelqu'un de dominant. Quelqu'un qui va plutôt être très orienté objectif, qui n'a pas peur du combat, qui est vraiment dans l'action à tout prix, et on y associe la couleur rouge. Généralement, il n'y a pas de débat possible. Le rouge va très bien au caractère dominant. On reviendra un petit peu après sur l'utilité qu'il peut y avoir en vente, notamment. Oui. Si on reste donc toujours dans cette situation sur cette plage, on a notre rouge qui est parti, il reste plusieurs personnes. On va avoir quelqu'un qui est aussi dans l'action, donc quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à agir, mais qui pour le coup, lui, se dit situation favorable. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va se dire? On était sur la route pour aller en Corse, donc tout va bien. De l'autre côté, si ça se trouve, il y a des mojitos, on va aller boire des coups, c'est la fête, il y a juste à contourner un peu. Allez les gars, on y va, qui même me suivent, c'est parti. Là, on est face à la deuxième lettre du modèle 10, le I, donc on a quelqu'un qui est influent. Donc par nature, quelqu'un de positif, quelqu'un qui est dans l'action, qui draine aussi une certaine énergie, qui a besoin des autres aussi pour exister, à la différence du rouge. On voit bien que le rouge peut partir seul s'il a quelque chose en tête.
Ouais, c'est Donc, le on jaune, c'est reste ça. un deuxième type comportemental. Comment? C'est le jaune, c'est ça? Et c'est le jaune, exactement. La couleur, la joie, le soleil, l'extraversion. On continue, on fait notre bonhomme de chemin. Quelqu'un qui voit toujours la situation comme étant favorable, hein, mais qui pour le coup va être dans une première action d'observation. Quelqu'un qui va plutôt être calme, posé. Il va rester quelques personnes sur la plage. Pour lui, typiquement, c'est pas forcément de stress. Il va aller discuter avec son voisin, son collègue. Il va dire tiens, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. De toute façon, maintenant qu'on est sur ce morceau de sable, on peut discuter un peu. Alors, comment ça va toi, avec ta femme, tes enfants, et comment va le boulot, etc., etc. C'est quelqu'un qui va prendre donc la troisième lettre du modèle 10, le S. C'est quelqu'un qu'on va qualifier de stable, vraiment dans une démarche plutôt d'orienter aussi vers les autres. Mais pour le coup, il y a du temps. On a besoin de digérer les choses, on a besoin de les comprendre, on a besoin d'avancer avec l'autre. Enfin, il nous reste notre dernier grand comportement, trait de comportement en tout cas. Donc, dans cette Juste, situation. Christopher, c'est pour les couleurs, Oui. là, c'était le vert, c'est ça, le stable? Oui, excuse-moi, je ne l'ai pas dit effectivement. Donc là, on est Très sur important, la les couleurs. personnalité qu'on associe effectivement au vert. Là aussi, c'est dur de le contredire. En fait, on le voit bien donc, dans le vert, cette stabilité, cette force tranquille, je vais dire. Oui. Et enfin, donc le dernier comportement, donc ça va être quelqu'un qui est aussi dans l'observation, mais donc à l'inverse du vert, qui va plutôt tendance à voir les choses comme étant défavorables. Donc là, on va avoir quelqu'un dans notre plage qui va dire les gars, moi discuter ou aller chercher, moi je veux pas mourir ici, donc je vais monter sur l'arbre et pendant 24 heures, je vais regarder ce qui se passe parce que je veux pas me faire bouffer la nuit ou me faire attraper par des autochtones, et je vais échafauder un plan. À partir de là, on pourra bouger. Donc là, il y a quand même une certaine prédisposition du coup à la crainte de l'environnement, et du coup, par antagonisme à cela et en réponse, on va dresser un plan. Donc on est face à quelqu'un qui est sur la dernière lettre de le profil 10, donc le C. Donc on appelle ces profils de conformes, et donc on est face à des personnes brillantes pour échafauder un certain nombre de process et de plans dans l'optique d'observer d'abord et d'agir ensuite. On est sur la couleur, cette fois-ci, bleue, et on aura fait donc le tour de nos 4 profils et de nos 4 couleurs. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai pris pour l'expliquer le modèle. Je crois que j'avais promis 3 à 5 minutes, donc on va être dedans. Il te reste du temps encore, Christopher. T'inquiète pas. Ce qui veut dire que c'est facile à comprendre. Alors, là, bien évidemment, on grossit le trait. Je dirais même, quelque part, on fait des raccourcis. Parce que ça, j'ai expliqué les comportements comme si une personne, un être humain, était défini que par une seule... Ouais, était étiqueté par une couleur et par un profil, alors qu'en fait, tu vas nous l'expliquer, mais selon l'environnement, selon les gens que tu côtoies, ta couleur peut bien sûr changer, évoluer. Et tu peux être rouge avec tes enfants et vert avec ton équipe. Alors voilà, l'être humain, je ne vais pas vous l'apprendre, est fait de nuances. Bien évidemment, si tout était aussi cloisonné, justement, il n'y aurait pas de soft skills, il n'y aurait pas de science. On verrait typiquement deux rouges s'affronter tout le temps et on saurait très vite que ça ne fonctionne pas. En effet, il y a deux grandes nuances. La première est que, en fait, par exemple, moi, j'ai de toutes les couleurs. Mais vous aussi, qui nous écoutez, et toi aussi, Alexandre. En fait, on a toutes les couleurs. Par contre, on a des prédispositions, on a des couleurs majoritairement ancrées chez nous, et d'autres qui sont très, très minoritaires. Donc, c'est là où on va commencer, notamment avec les vendeurs, à faire un premier travail qui est de se comprendre soi, déjà, dans le premier temps, dire c'est quoi mon profil comportemental. Donc là, si vous nous écoutez à travers ces quelques minutes et cette métaphore et cette histoire de la plage, déjà voir aujourd'hui, vous, la couleur qui
vous sied le plus, là où vous retrouvez le plus. Donc ça, on peut dire que c'est la couleur la plus marquée. Ensuite, souvent, on hésite. On dit, tiens, moi, j'ai quand même du bleu, j'ai du vert aussi. Donc, c'est pas toujours évident de scinder ça. Et c'est normal. C'est qu'à un moment donné, on a tous de tout. Généralement, l'être humain a quand même tendance, globalement, à la sortie, on va dire, de l'adolescence, au début de l'âge adulte, à se figer dans ces grands ensembles. Et puis après, au fur et à mesure de la vie, on va faire évoluer ces nuances-là. Donc moi, par exemple, je suis quelqu'un de jaune-rouge, plutôt marqué vers l'extraversion, vers l'action. Mais j'ai aussi du vert que j'essaie de mobiliser quand il faut être méthodique, orienté vers l'autre, etc. Par contre, le bleu, j'en ai fait le deuil. C'est vraiment très très dur pour moi d'être conformiste, par exemple. L'important, c'est déjà que le vendeur qui nous écoute aujourd'hui, ou la personne qui veut faire évoluer ses vendeurs, ou la personne qui est en vente au quotidien, dise, mais moi, quel est mon grand trait de comportement, puisque je suis un adepte, moi, de la stratégie, entre guillemets, des forces, de faire travailler chacun sur ses forces, et de forcément pas occulter ces zones, entre guillemets, de faiblesse, ou on peut l'appeler un peu moins péjorativement, de difficulté, mais en tout cas de capitaliser sur ce qui vraiment est pour nous quelque chose de naturel. C'est hyper important parce que augmenter un trait de comportement que l'on n'a pas, c'est ce que l'on appelle une zone de stress, et à l'inverse, diminuer un comportement qui est majoritaire chez nous, en psycho, ça va s'appeler une zone, ou en tout cas un travail de frustration. Et en stress ou en frustration, c'est quand même pas là où on est les meilleurs, quoi. Il faut faire attention. Moi, je suis adepte aussi de la technique John McEnroe, c'est-à-dire tu connais tes forces et autant accentuer justement renforcer tes forces. Donc, renforcer tes forces. McEnroe, c'était le service, et au lieu de corriger, de s'entraîner pour corriger là où il était un peu moins bon, le revers, etc., il est devenu le spécialiste du service et était connu pour ça, en fait. Et tu construis ta carrière là-dessus. Effectivement, parce que si l'analogie avec le sport est intéressante, aujourd'hui, on a tous envie d'être Djoko, Nadal ou Federer, mais des gens polyvalents comme ça sur tout un compartiment d'un métier ou d'un comportement, si on fait la gestion, c'est quasiment, ça se compte un être humain sur 7 milliards, quoi. Donc, très bien pour eux. Maintenant, essayons-nous d'être déjà très bons sur les prédispositions que l'on a et qui sont naturelles. En fait, j'aime beaucoup donc ce que tu dis. Il faut absolument motiver les gens à travailler là-dessus. Donc, on a de tout, voilà, on a des grandes tendances, on essaye donc de les renforcer, on essaye donc de les travailler. Ça, c'est la première nuance. La deuxième nuance, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que on parle de vendeurs, on parle aux vendeurs aujourd'hui, c'est un métier. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, un être humain, on a une vie professionnelle, d'ailleurs c'est ça que ça s'appelle, on a une vie personnelle. Donc, quelque part, si on veut, on peut avoir deux comportements très différents. Et j'en ai rencontré dans ma carrière. Mais aussi, on a le droit d'être parfaitement adapté entre sa vie perso et sa vie privée. Et ça, c'est notre propre lecture sur le monde, et c'est quelque part, ça nous appartient, ça nous appartient. Et même, et là, c'est à mon avis, c'est ce dont tu as parlé, l'intelligence situationnelle aussi, c'est de dire à un moment donné, en face de moi, j'ai un interlocuteur, par exemple, qui a un profil rouge. Ça m'est arrivé, par exemple, en rendez-vous ce matin. Donc, il faut peut-être que mes arguments et ma manière de présenter les choses soient plutôt rouge, voire jaune, parce que tu nous expliqueras, mais il y a des couleurs qui se complètent et qui sont bien. Et pas être trop bleu ou trop vert, peut-être. Et du coup, d'être dans l'action, dans les faits, et comme ça, le rouge ne va pas avoir l'impression de perdre son temps. Écoute, c'est une très belle transition, ce que tu dis, puisqu'on est dans le deuxième volet. Une fois qu'on s'est identifié soi, c'est de comprendre l'autre. Voilà. On est donc en vente, ou en tout cas d'autres populations comme les managers, c'est un peu le même combat. C'est-à-dire que on est nous, une prédominance peut-être rouge. Si j'ai en face de moi, toi Alexandre, c'était la personne en face de toi qui était rouge, hein, c'est ça, tu me disais. Voilà. Admettons que toi, tu es quelqu'un de jaune-vert. Déjà, il y a la première chose à se rendre compte, c'est que vous ne voyez pas l'environnement de la même manière. Si je reprends le jaune, le vert,
environnement favorable. Le rouge, pas sensible au même argument, ouais. Comment, pardon ? Vous n'êtes pas sensible au même argument. Là où si tu parles par exemple d'un produit à un bleu, tu peux accentuer sur la sécurité, les fonctionnalités, etc. Alors qu'un rouge, plutôt accentué sur le fait d'avoir un ROI, une rentabilité, voire d'être avant-gardiste. Exactement. C'est-à-dire que ça, c'est la première phase, quelque part, quand on découvre le disque, qu'on est vendeur et qu'on se dit, OK, maintenant, comment je m'adapte à la personne en face de moi ? Évidemment que le rouge, on a plutôt l'impression, comme tu le dis, où on va avoir une tendance à se dire, bon, lui, c'est ROI, lui, bon, voilà, il faut que je monte des preuves, mais qui aille dans le sens, effectivement, des résultats. C'est vrai que peut-être qu'un personnel qui a un comportement conformiste, donc plutôt bleu, on a tendance à se dire, je vais accentuer sur les différents éléments preuves de ce que je vais avancer argument par argument, pour qu'ils puissent se dire, OK, c'est pas que de la vente bête et méchante, c'est quelque chose de détaillé. Et c'est là où je voudrais revenir sur ce qu'on se disait en entrant en matière. Le soft skill ne peut pas être décorrélé du hard skill, c'est-à-dire que normalement, lors d'une phase d'entretien, on va avoir découvert son interlocuteur, on va avoir posé des questions. Donc, on va établir un profil déjà des attentes. Donc, effectivement, peut-être que le rouge, là, on va parler oui, mais si ça se trouve, lui aussi, il est très, très focus sur la sécurité. C'est plus sur la manière derrière d'aborder les choses qu'il va falloir être fin. Et donc, dans son adaptation comportementale, je m'explique. Quelqu'un qui est donc rouge, qui va vendre un produit ou un service, et qui... grosso modo, vous écoute. Pour lui, il prend du temps pour vous, il veut que ça lui rapporte, et il veut, grosso modo, avoir un pouvoir de décision. Donc, généralement, quand je commence à entrer dans du coaching de vendeurs, et que ceux-ci ne sont pas rouges et négocient avec un rouge, l'idée, c'est de les amener à proposer un choix. Bien évidemment, si vous êtes bon vendeur, vous proposez 2 choix qui vous conviennent. Mais il faut que le rouge se trouve dans une situation où il a le choix et il a un pouvoir de décision. Si, à l'inverse, vous ne donnez qu'une seule piste, il va se dire, je suis étriqué, il y a peut-être quelque chose, il y a un malaise, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je trouve. Et donc là, on va avoir quelqu'un qui risque de rentrer un peu c'est une caricature encore une fois, mais un peu dans l'agressivité, essayer d'aller vous chercher, essayer d'aller comprendre des choses. Il va y avoir un mécanisme de défense là-dessus. Donc, ce sont des subtilités du disque que l'on ramène au niveau de la vente. Donc, typiquement, proposer 2 choix qui vont lui permettre de se positionner. Et en fait, le disque, alors quand on le présente comme ça, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut le présenter en 15 minutes. Moi, je l'avais fait, par exemple, à un vendeur que j'avais embauché. La seule chose, c'est que quand on reste un peu, on va dire, à la surface, le vendeur va se dire, finalement, en direct, à appliquer sur un rendez-vous, etc., c'est pas si évident que ça. Et en fait, il faut creuser ça. Et comme tu le dis, par exemple, dans les hard skills, préparer son rendez-vous, on va sur la fiche LinkedIn, on voit les études, même la manière de mettre une photo sur LinkedIn. On a déjà un petit indice. Et ça, c'est primordial. Et après, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais en fait, je pense que je peux compléter. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit quand on est en formation et qu'on lance, par exemple, un programme de développement des soft skills chez un client, auprès d'une population de vendeurs, on dit c'est 15 minutes pour comprendre et c'est 2 ans pour le maîtriser. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est là où c'est hyper important parce que oui, là on fait face à une multitude en fait de variables que l'on peut pas cadrer au sein d'un podcast là ou d'une formation. La personne doit se l'approprier et donc expérimenter. Et c'est ça. Et moi, je vois effectivement, il y a peut-être 2 ans, j'arrivais pas à le mettre en application ce disque. Je comprenais très bien, et là aujourd'hui, c'est plus facile. C'est-à-dire que quand j'ai un rendez-vous en face de moi avec des gens plutôt verts, je vais être dans la co-construction. Alors rouge, j'avais vu aussi des choses où on peut adopter des postures différentes en fonction des couleurs. Et par exemple, rouge. Le non-verbal, ouais.
Voilà, rouge, on peut avoir la posture soit du vis-à-vis, c'est-à-dire quand on est comme moi ou comme toi dirigeant, on peut parler de dirigeant à dirigeant, ça, un rouge aime bien. Par contre, si on n'a pas ce statut-là et qu'on est vendeur, etc., alors le statut de maître à élève ou Jedi à Padawan, ça, donc demander des conseils, etc., c'est une bonne posture à avoir. Oui, aussi. C'est juste, pour continuer d'illustrer, pour donner quelques tips aux personnes qui nous écoutent. Donc, on a parlé du rouge. Ouais, souvent, on commence par le rouge parce que c'est un peu une caricature et c'est facile, en fait, comment dirais-je, à percevoir. C'est souvent les gens, d'ailleurs, qu'on identifie le plus. C'est vrai. Mais si on prend donc l'opposé dans le modèle DISC, donc l'opposé du rouge, en tout point, quelque part, c'est le comportement vert. Ouais. Vous voyez, déjà, je parle plus de personne, je parle de comportement, parce que effectivement, on est tous de tout. Donc, l'opposé du comportement rouge, c'est le comportement vert. Donc, si vous êtes face à un interlocuteur en vente qui présente un comportement vert en tout point, donc on va avoir quelqu'un de calme, de posé, qui va vous poser plus de questions que ce qu'il va parler, empathique aussi, exactement. Là, si vous laissez deux choix à cette personne, qui est là, entre guillemets, vous avez un défaut d'adaptation, parce que c'est ce que vous faisiez au rouge, donc normalement, vous ne devriez pas le faire au vert, logiquement. Là, on risque d'avoir... on risque pas de perdre la vente, le sujet n'est pas là. Par contre, on risque de perdre en timing. C'est-à-dire que la personne va prendre les choses, les digérer, réfléchir, envisager les points, et du coup nous demander peut-être des précisions. Et donc, quelque part, une prise de décision, donc l'action pour un verre, n'est pas la nature première. Donc, ce qu'il faut, c'est guider, être plus là dans une approche aussi de comment dirais-je, de coach, de consultant. C'est là où on parle moins de vendeur, mais plus de consultant, en disant, typiquement, sur cette proposition, dans votre cas, sur ce type de problématique, moi, j'ai tel type de solution. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de prendre une semaine de réflexion et on refait un atelier très pragmatique dans lequel vous allez me poser toutes vos questions et à la fin, on va se décider sur une configuration. Ce qui fait qu'au moins, d'ores et déjà, vous avez prévu que le temps de réflexion, c'est vous qui le cadrez, vous lui proposez, il va se sentir nourri, donc on a quelque chose d'important dans la vente qui est la confiance, vous allez gagner en confiance, mais vous êtes maître de votre timing de vente. Ça vous évite, quelque part, de rajouter des jours et des jours et des jours et des semaines. Ouais, donc typiquement, c'est quelques tips qui peuvent aider. On est plus dans la co-construction, effectivement. Oui. Et ce qui est rigolo, c'est que parfois le poste des gens, alors je ne sais pas si ça les oblige ou si c'est de cause à effet, enfin tout est lié, mais le poste des gens influe sur leur comportement. Et moi, par le passé, je démarchais à la fois des coachs de haut niveau dans le sport, donc là, c'est souvent des profils rouges, voire jaunes, ça dépend, hein, mais souvent très rouges, puisqu'ils doivent manager 40 personnes, enfin, et avec poigne souvent. Mais je démarchais aussi, par exemple, des directeurs ou directrices d'écoles infirmières. Et pour être infirmier, moi, j'ai ma maman qui est infirmière, il faut souvent un comportement et une tendance à l'ouverture à l'autre et à l'empathie, et c'est souvent des verts. Donc d'un rendez-vous à l'autre, il fallait que j'adapte, et à l'époque je ne maîtrisais pas ces notions, donc il fallait qu'on s'adapte. Mais voilà, et moi par exemple, on peut parler, moi je suis entrepreneur, donc je suis obligé parfois d'être rouge, pourtant c'est pas forcément la couleur qui me sied. Voilà. Et effectivement, on retrouve dans la science effectivement comportementale déjà se définir son modèle DISC, c'est quelque chose qui est maintenant très très au point. Donc typiquement, on fait des questionnaires, c'est assez ça prend très peu de temps, c'est assez surprenant à quel point les questions peuvent paraître bêtes, mais à quel point le rendu est puissant. Et surtout, du coup, ça nous donne des analyses. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'être humain et la nature est assez bien faite, c'est-à-dire que sur l'ensemble des questionnaires faits à travers le monde, on a quasiment une proportion respectée dans les couleurs dominantes. Hein. Donc, effectivement, c'est assez surprenant de se dire que par exemple, tous les dirigeants sont rouges. Oui, effectivement, les dirigeants d'entreprise ont tendance à adopter un comportement plutôt rouge,
Mais effectivement, on peut se dire derrière, est-ce que c'est un comportement naturel ou est-ce que c'est un comportement d'adaptation par rapport à la posture qu'ils ont et par rapport au métier qu'ils font. Ça, c'est une notion, toujours dans comprendre l'autre, que l'on va approfondir en fait avec les vendeurs. C'est pour ça que ça prend du temps, parce que généralement, quand vous découvrez quelqu'un, un interlocuteur prospect pour la première fois, on peut déjà voir entre le début de l'entretien, si vous avez fait une bonne stratégie d'adaptation, et la fin de l'entretien, une évolution dans la relation. Donc, effectivement, peut-être qu'au bout de 4, 5, 6 mois de discussion, vous allez avoir vraiment trouvé, j'allais dire, une connexion qui passe de la DSL à la fibre, quoi. C'est-à-dire que ça va être très, très, très puissant la manière dont vous allez pouvoir converser. Et donc c'est vrai que voilà, on va avoir tendance à s'arrêter aux premières réactions comportementales qu'on va avoir quand on ne connaît pas le modèle 10 et qu'on le fait par intuition. Sauf que il faut pas. Il faut vraiment continuer à creuser et faire évoluer la personne, poser des questions, notamment sur la vie perso dès qu'on peut. Parce que vous avez des gens, en fonction de leur hobby, de leur passe-temps, de leur passion, du coup, ça vous fait évoluer aussi votre vision du comportement de cet individu. Et ça, en vente, c'est très, très, très puissant. Ouais. Pour être complet, Christopher, donc on a vu un peu une posture face au rouge, face au vert. Est-ce qu'on peut faire le bleu et le jaune et comme ça on aurait été complet Enfin, on aura abordé les 4 couleurs. Les 4 couleurs, oui. Donc, si vous avez donc un comportement jaune en face de vous, donc un interlocuteur client qui là va avoir tendance, par exemple, lorsqu'il vous accueille entre, je sais pas moi, l'accueil de son entreprise jusqu'à son bureau dans l'ascenseur, vous raconter des choses qui sont, par exemple, très très perso ou qui va avoir le contact facile, qui va vous valider, par exemple, un ordre du jour lorsque vous démarrez votre entretien et finalement, vous aviez prévu 1 heure, ça fait 50 minutes, vous n'avez toujours pas abordé le point 2 que vous vouliez et il vous en reste encore 4. Ouais, typiquement, là, on peut avoir un comportement en face de nous un peu jaune. Il faut absolument à la fois être équilibriste entre cadrer, parce qu'effectivement, le jaune a une proportion au temps qui lui est propre. Donc, il faut vraiment essayer pour le coup, de ne pas subir quelque part cela et donc perdre en efficacité. Mais il faut aussi préserver des soupapes. C'est-à-dire que si vous dites de manière trop abrupte à un jaune, bon, je pense qu'il faut qu'on arrête ce sujet et qu'on passe à un autre. Là, vous allez envoyer un message comme quoi, ok, lui, il m'écoute pas, de toute façon, je l'intéresse pas, etc. Donc, on va mécanisme de frustration. Donc, là, on est vis-à-vis d'une personnalité jaune. Le phrase qui les caractérise le mieux, c'est qu'un inconnu pour un jaune est un ami qu'il ne connaît pas encore. Donc, il y a vraiment pour lui un besoin à travers l'autre d'être aimé, d'exister. Donc, il faut absolument conserver ça, tout en respectant, là c'est de l'assertivité, l'ordre du jour qu'on s'est fixé pour le bien de tous. Ouais. Donc ça peut être un tip intéressant pour les jaunes. Les jaunes très 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 importants dans la vente pour notamment faire évoluer une relation entre deux entreprises. Et enfin donc un bleu, donc un comportement bleu, pour le coup, lui, il y a il va poser quelques questions qui peuvent paraître des fois anodines, mais qui vont être pas du tout à considérer comme telles. C'est-à-dire que quand quelqu'un avec un comportement bleu va donc vous poser beaucoup de questions sur un sujet précis, si pour vous c'est un sujet futile, dites-vous que là, il y a un danger. Parce que quelque part derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour lui, de quoi est-ce qu'il peut potentiellement avoir une crainte, et il faut la nourrir absolument. Donc c'est vraiment, moi par exemple, le tips que je donne aux vendeurs dans un premier temps, et quelque part pour quelqu'un qui n'est pas bleu et qui raisonne comme ça va lui permettre pour le coup de mieux comprendre ce comportement qui parfois quand on n'est pas bleu peut être assez irritable. Faut le dire, comme un rouge pour un vert par exemple. Cette proportion au détail, sachez qu'aujourd'hui dans les entreprises, ce sont des profils sur lesquels on a énormément de valeur dégagée dès lors
on échange bien avec eux. Donc vraiment, dire que s'il y a des questions, c'est peut-être futile, mais c'est aussi peut-être qui va faire la différence sur une affaire ou dans votre entreprise. Ça va lever un point que vous n'avez même pas soupçonné. Ouais, donc ça veut dire Pardon, excuse-moi. Ouais, c'est vrai que dans la vente complexe, par exemple en B2B, les bleus, ça va être parfois les numéros 2 d'une vente, et par rapport au dirigeant qui va être rouge ou jaune, le bleu, ça va être celui qui va checker si tout est réglementaire, si ça pose pas de problème. Ou moi qui ai vendu des technologies, ça va être des DSI. Et là, par exemple. Et en exemple tout simple, moi à l'époque je vendais des outils sur Apple, sur iPad, Mac, etc. Et quand on me posait la question, vous avez une version Android, je disais c'est en développement, ça va sortir prochainement. Mais justement, là dans ce genre de questions, il faut être très précis. Parce que comme tu dis, un bleu va vouloir que tout soit cadré et conforme à ce qu'il a en tête, et il ne voudra pas investir dans un logiciel qui n'est pas adapté à son environnement. C'est fondamental pour lui, en effet. Donc, il y a un deuxième tip, ce que je dis souvent, qui est facile à comprendre pour les bleus, pour vous qui nous écoutez, c'est le respect des échéances. C'est-à-dire que vous pouvez perdre une vente sur un truc aussi bête que ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire que la notion de confiance, ce que j'aime bien, on n'en parle pas là aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose d'important dans la vente. Enfin, aujourd'hui et pour les années à venir, ce sera encore plus fort. Si vous êtes donné une échéance pour un bleu, ne pas la respecter, c'est quasiment vous exclure. La respecter, c'est la norme. Le faire une journée avant ou un petit peu avant, vous marquez des points. Oui, tout à fait. Voilà, c'est des petites choses un peu dogmatiques, certes, mais qui, des fois, peuvent avoir un vrai intérêt. On sait qu'aujourd'hui, vendre, c'est faire la chose de plus, parce que les concurrents sont très bons et très nombreux. Donc, on ne peut pas se faire l'économie de pas faire ces petites choses. Oui, et alors, c'est bien, on a fait toutes les couleurs. Juste pour ceux qui ont peut-être vu sur Internet, sur LinkedIn ou TikTok, il y a un coach, donc Jean-Pascal Mollet, que j'ai invité sur ce podcast, qui fait des petites vidéos comme ça, très simples, de quelques minutes, pour montrer quelqu'un au téléphone avec un profil rouge, bleu, jaune, vert. Donc c'est assez sympa, ça se regarde facilement, ça vous aidera à assimiler peu à peu le concept du disque. Exactement. Exactement. Du coup, Christopher, tu veux ajouter quelque chose ou en conclusion, non, voilà, rappelez-vous de ça, 15 minutes pour comprendre, 2 ans pour le maîtriser. Ouais. Donc c'est quelque chose qui peut faire tilt rapidement, mais sur lequel il faut absolument dès le prochain rendez-vous, selon laquelle vous nous écoutez, vous essayez d'identifier votre interlocuteur et essayer de vous adapter. Je suis prêt à mettre un billet de 100 euros qui aura une valeur supplémentaire dégagée à la fin de cet entretien. Bon, très bien. Très bien, Christopher, on arrive aux 3 quarts d'heure d'interview, donc si tu veux bien, on va passer aux 3 dernières questions. Yes. Voilà, et on va essayer de conclure sur ces questions-là. Donc, est-ce que toi, tu as du contenu à conseiller aux gens qui veulent s'améliorer dans la vente, à ce vidéo ou écrit ou audio? Oui, il y a 2 choses. Alors, je vais faire un instant promotion, un instant extérieur. On a donc Biffer depuis 3 ans maintenant monté un blog dans lequel on fait une parution par semaine sur justement des tips comme ça pour les personnes qui sont en vente. Donc c'est très varié, de très grands comptes jusqu'à des choses assez généralistes comme ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc le blog s'appelle B2Blog. Donc là-dessus, vous y trouverez sûrement des choses intéressantes. Après, de manière plus ouverte vers l'extérieur, je reste quand même un fan d'Harvard Business Review, de cette capacité qu'ils ont finalement à donner la parole à des experts comme nous, tout en quand même ayant creusé des sillages qui font encore effet aujourd'hui. Donc je dirais que c'est la revue à avoir pour tout bon vendeur qui veut progresser ou tout manager qui veut évoluer. Ouais, que vous trouvez notamment dans les relais des aéroports, c'est toujours intéressant quand on est dans la ville. Exactement. Moi, je les trouve toujours là, ces magazines-là.
Bon, ben, très bien. Est-ce que tu as aussi des applications, des routines, des outils qui t'aident au quotidien à être performant? Est-ce que tu as des choses comme ça ou pas du tout? Ouais, je vais rester sur j'en ai plein, et donc je vais en choisir une. Je vais rester sur le côté soft skills, typiquement. On a quelque chose qu'on aime beaucoup chez Bifleur, notamment pour donc la partie soft skills, c'est le conditionnement mental. Il y a une méthode que vous pouvez voir sur Internet qui s'appelle le peak state. C'est une manière de s'auto, entre guillemets, motiver, blinder, avant un rendez-vous, par exemple, ou une échéance importante, qui va vous permettre d'avoir une énergie de dingue et de donner le meilleur de vous-même sur l'entretien qui va se passer. Allez voir, il y a des vidéos très sympas sur YouTube, donc peak state, et vous devriez atteindre normalement un état optimal. Donc peak, je vois bien, mais comment tu dis le deuxième steak? C'est comment tu State, l'écris? état en Ah, anglais. ok, state, ok, peak state. Ouais. Ok, bah super, je ne connaissais pas, je vais aller voir ça tout de suite après. Je t'en prie, tu m'en reparleras. Ouais. Moi, je suis adepte des différents. J'aime bien tester des choses, des méthodes de développement et tout. J'aime bien. Pareil, c'est 5 minutes pour comprendre et puis après, il faut se lancer. Ouais. Exactement. Ok, on passe à la dernière question, mais rapide. Hein. Est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière? Un truc qui te vient à l'esprit? C'est pas, comment dirais-je, quelque chose d'extrêmement nouveau, mais j'étais assez étonné cette année, en fait, parce que j'ai toujours prôné, quelque part, le fait qu'il faut en vente être, notamment dans mon métier de vente complexe, de vente long terme, auprès de grands comptes, il faut toujours être en amont des projets, il faut toujours aider à rédiger le cahier des charges, sinon c'est trop tard. Et ces choses-là que je raconte depuis peut-être 12 ans maintenant. Et j'étais en fait surpris cette année, parce que on a eu un appel entrant cet été dont je tairai le nom, mais qui est quand même une filiale d'un groupe du CAC 40, donc pas la petite boutique du coin, qui était en transformation commerciale complète, notamment travailler cette boîte-là avec les majors du marché, donc Bifeu, PME de 35 personnes, je me dis bon, on va se servir de lièvre. Donc j'y allais un petit peu le moral à la chaussette, puis bon, je suis DG, donc bon, j'avais une équipe pour répondre à cet appel d'offres-là. Je pouvais pas me permettre de faire part de mes doutes, j'allais dire. Donc j'ai débousqué, on est allé conquérant, on a fait du peak state, du disque, de tout ce qu'on a pu faire. Finalement, ça a été la vente la plus courte de notre histoire. Je crois qu'on a closé 2 mois et demi après le premier appel. Enfin, c'était quelque chose de lunaire. En plus, sa boîte est à Grenoble, donc je ne dis pas, les transports, ça aidait pas. Et ça a été la plus grosse affaire de notre histoire. D'accord. Finalement, en one-shot prospect comme ça. Donc, la petite morale du truc, c'est écouter les consultants, c'est bien. Mais fiez-vous à votre instinct et à votre niaque et en fait quand on donne le meilleur de soi, grosso modo c'est comme ça que ça fait. Ouais. En appel entrant c'est toujours bien. Ça fait du bien, ouais. Appel entrant, cycle de vente court, grosse vente, c'est l'idéal. Prospect qui vient client, ouais. Tu dis là normalement ça là l'année prochaine je l'ai pas quoi. J'en ai 6 minutes toutes les 10 ans. Donc c'était mémorable et on a bien fêté ça aussi en interne. Et j'espère que mes collaborateurs vont pas m'écouter parce que je leur ai jamais dit que j'y croyais pas. Bon, si tu veux, je coupe ça. Hein. je garde pour nous. Bon, ça marche, Christopher. Encore une fois, merci pour ta mini masterclass sur le disque. Ceux qui connaissaient pas, à mon avis, vont découvrir la méthode et c'est toujours top. Moi, ça m'a permis aussi, même si je connaissais la méthode, ça m'a permis d'apprendre d'autres choses dessus. Donc, c'est toujours intéressant. Et comment on fait pour rentrer en contact avec toi, Christopher, sur LinkedIn ou sur votre site? Ouais, LinkedIn, c'est le plus simple. Christopher Nadotti, N-A-D-O-D-T-I, très facile de me retrouver. Et sur le site de Bifleur aussi, vous pouvez très très facilement m'appeler. On est une petite maison familiale. Si vous laissez un appel entrant, peut-être que vous serez le prochain très gros projet de Bifleur, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est facile de m'avoir. Je suis quelqu'un d'assez ouvert.
Ok, merci beaucoup Christopher. Et puis donc on te retrouve sur Paris et sur LinkedIn. Merci à vous tous, c'était un honneur. Ouais, à bientôt. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!